Parler des Comores, nous parlions de la réélection dès le premier tour d'Azali Assoumani qui recueille 60,77% des voix contre 14,26% pour Mahamoudou Ahamada, son principal rival du parti Jouva. Nous accueillons Dominique Alizou de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Alors, Azali Assoumani, on le disait, il a gagné son élection dès le premier tour, c'est pas une surprise. En réalité, puisque très tôt l'opposition criait déjà à des velléités de fraude. Et donc, actuellement, hier, quand on suivait le leader principal de l'opposition, il disait que ses représentants dans les bureaux de vote ont été systématiquement chassés. Et donc, ce qui laisse apparaître que, si ce qu'il dit est vrai, puisque nous ne sommes pas là pour attester, et donc, il va sans dire que quelque chose se tramait. C'est pourquoi on n'a pas voulu que l'opposition ou les représentants de l'opposition soient dans les bureaux de vote pour suivre le décompte des voix et s'assurer de la victoire ou non de l'autre. Bon, maintenant, je crois que le pays est actuellement sous tension et que, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il y a un officier qui a tenté de prendre le pouvoir. Il a été arrêté, actuellement mis en prison. Donc, je crois que ce pays renoue avec les démons du passé. Puisque vous vous rappelez l'histoire d'un certain Bob Denard. Et maintenant, Bob Denard est mort depuis. Qu'est-ce qui fait que ce pays ne retrouve pas de stabilité? C'est toujours l'intérêt égoïste des uns et des autres qui conduit à ces dérives et à ces travers. C'est vraiment dommage pour ce petit pays pauvre. Extrêmement pauvre. Au lieu au moins de s'accorder, de s'entendre pour quand même penser au développement, les voilà en train de se déchirer sur des inutilités, mais c'est dommage vraiment. Alors, c'est vrai, on sait que dans la résolution de la crise comorienne, il y avait la proposition de la présidence tournante dont Azali Assoumani était l'un de ceux qui avait fait cette proposition. C'est là où on n'a pas compris pourquoi, curieusement, il a voulu revenir sur une solution qui avait permis à l'île d'être pacifiée. Bon, mais ce que je dis, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu le remake de ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est venu en griffe comme un sauveur sous prétexte de renforcer la coalition des grandes îles et de chasser quelqu'un qui voulait quand même donner une certaine autonomie, on va dire, en juin. Il a mis un certain nombre de propositions. Ces propositions ont été adoptées et de fil en aiguille, ces propositions ne lui conviennent plus. Donc du coup, on a un tripatouillage des institutions et on arrive aux conséquences que l'on connaît actuellement. Je pense que c'est... pour moi, c'est le goût du pouvoir, le fait d'y goûter, le fait d'être omnipotent dans un pays. En plus, c'est un chef militaire. Il y a le ressort de l'argent. Je pense que c'est Lincoln qui disait, je vais essayer de paraphraser, il disait presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, donne-lui le pouvoir. Mais maintenant, les gens savent ce que vaut Azali en termes de président et en termes de leadership au niveau du pays. Il a dirigé le pays pendant plusieurs années. C'est un pays, comme le disait Dominique, qui est extrêmement pauvre, qu'on n'arrive pas à redresser économiquement dans une situation d'instabilité, à tel point qu'on a la plupart des Comoriens, d'ailleurs Macron s'en moquait, qui prennent des boat people pour rejoindre Mayotte. Ouais. Et voilà, et c'est des précédents fâcheux, parce que Mayotte rejoint les Dom-Tom. Donc, quelque part, d'une certaine manière, ce sont des Africains qui sont mécontents de la gestion de leur pays et qui préfèrent à la gestion africaine une gestion européenne, une gestion coloniale même, je dirais. Donc, c'est triste, mais ce sont des faits. Mais c'est là où c'est assez difficile à comprendre qu'on veuille rester au pouvoir, d'accord, mais qu'on ne puisse pas développer son pays et vouloir coûte que coûte rester au pouvoir. Non, aujourd'hui, ce qui importe les dirigeants, la plupart des dirigeants africains, c'est d'être au pouvoir, c'est d'avoir le pouvoir. Et peu importe ce que les citoyens, les besoins des citoyens. Et ça se voit au jour le jour, où on dit, vous pouvez toucher à tout sauf mon pouvoir. Dès qu'on le pouvoir est garanti
d'une manière éternelle, donc ils peuvent y rester et sans penser au développement. C'est dommage. Alors qu'ils se disent être élus par le peuple. Et souvent, quand il y a question de renouveler leur mandat, ils vont vers ce peuple. Ils savent aller vers le peuple quand il s'agit des élections. Et dès que les élections finissent, bon, tant mieux, tant pis, on s'en va et puis on laisse les populations dans la misère. Bon, donc, ce qui se passe, c'est dommage pour ce petit pays, comme mes prédécesseurs, mes collègues l'ont déjà dit. Et là, déjà, avec l'information que Dominique vient d'annoncer, je ne l'avais pas. Mais si déjà il y a une tentative, comme il vient de le dire, si déjà il y a une tentative, alors comme je le disais tout à l'heure, les îles sont parties encore, l'instabilité est partie encore pour durer. Et peut-être que pourquoi pas pour s'empirer. Et ça va être encore de trop. Et vous savez, là, tous ces leaders ont des moyens, ont de quoi survivre. Et ceux qui vont en pâtir, c'est toujours ces populations. C'est les populations qui sont sacrifiées sur l'autel. Bon, donc, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est ce à quoi nous tendons vers dans ce pays qui, malheureusement, le principe de la présidence tournante était quand même quelque chose qui était bien, qui marchait. Les tensions, parce qu'on sait que chaque 2 ans, chaque 2 ans, bon, chaque mandat de 5 ans, c'était bien. Mais c'était quand même un principe ingénieux qui pouvait, en principe, bien sûr, qui pouvait permettre la cohésion de que ce soit de Grand Comore, de Moélie et puis d'Anjou. C'était ça. Mais dommage que celui-là qui a initié le truc, voilà encore qui renonce à cela, qui a foulé au pied allègrement tout ce qu'il avait, cette ingénieuse initiative. Et voilà, il veut adopter maintenant un régime, un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc il y en a encore pour 10 ans. Ben, est-ce qu'il pourra avoir encore il vieillit, il n'est plus le colonel qu'il était en 99, c'est ça? Quand il avait fait le coup d'État, il ne l'est plus aujourd'hui. Il y a 60 ans aujourd'hui, il ne peut plus tenir. Il y a des jeunes officiers qui sont là, qui sont aujourd'hui les officiers du 21e siècle, qui sont bien, qui vont lui quand même causer, qui vont lui rendre la vie plus dure. Je pense aussi qu'il y a quand même une complicité de ce qu'on appelle la communauté internationale, que ce soit africaine, que ce soit mondiale, dans le sens où actuellement on rentre dans un processus vicieux qui consiste à se dire que tant que l'homme fort qui dirige le pays arrive à le mettre dans une situation de sécurité plus ou moins achetée ou arrachée de force, il n'y a pas de problème. On préfère ignorer le déficit démocratique. On préfère miser sur une pseudo-stabilité qui permettrait un tant soit peu d'exploiter les ressources du pays, de continuer les transactions et tout ça. Du moment que ça ne menace pas les transactions internationales, ça ne menace pas un certain nombre d'intérêts, il n'y a pas de problème. Donc là, il va y avoir ces élections. Je suis prêt à parier qu'au niveau des institutions internationales, tout le monde va prendre avec des pincettes sans réellement dénoncer et prendre position de façon radicale. Je crois que ce pays a toujours été instable et la communauté internationale quand même a joué d'une manière ou d'une autre sa partition, surtout lorsqu'ils étaient arrivés à l'accord que chaque île, c'est-à-dire il y aura une présidence tournante sur les 3 îles. Je crois que c'était avec l'aide de l'Union africaine et de certaines institutions. Bon, maintenant que lui, il a décidé de violer ou bien de mettre en cause cette prescription qui quand même avait donné une stabilité au pays, je ne suis pas sûr que la communauté internationale va applaudir. Je crois bien. Peut-être que c'est pour le moment. Non, il ne peut pas intervenir. Voilà, c'est ça. Bon, tu vois, l'interventionnisme, ce n'est pas évident. Donc, c'est un peu la mode. Oui, voilà. Contraignant. Ouais, non, l'intervention, ce n'est pas évident. Quand c'était agi d'aller tuer Kadhafi, que les Occidentaux se sont organisés. En Afrique, c'est possible. En Afrique, maintenant, le reste, s'agissant de la politique interne, il n'y a pas de souci à cet effet. D'accord. Le second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le polémiste et militant anticolonialiste Denis Seba, d'origine française, franco-béninoise, mais la nationalité française a été expulsé mardi de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé donc le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko, évoquant des risques de troubles. Il nous a
il nous avait été rapporté des risques potentiels de troubles par rapport à une manifestation qu'il comptait organiser sur le territoire d'Abidjan, a justifié le porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Kémy Séba, qui était arrivé le 23 mars à Abidjan, devait animer dimanche un meeting de son association Urgence panafricaine à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. Après le Togo, Pasteur Edo, c'est la Côte d'Ivoire qui ne veut pas de Kémy Séba. Il est vraiment personne non grata à lui. Oui, bien vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il est refoulé. Il est toujours, ces derniers temps, il est toujours refoulé au Togo, même en France. Il a été extradé entre-temps de la France vers... Donc, je crois comme... comme lui a attribué le polémiste, voilà, le polémiste qui veut dire que Kémy Séba, partout où il passe, en tant qu'un militant anti-CFA, un militant anti-néocolonialiste et tout ce qu'on peut lui attribuer. Je crois que c'est un jeune homme quand même qui défend la souveraineté monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Bon, des fois, quand même, il y a des provocations dans ses propos et dans ses actions. Mais c'est le propre des activistes. C'est le propre des activistes. Aujourd'hui, il est connu mondialement. Il est connu, il est suivi partout. Bon, peut-être ce que moi je peux, avec cette démarche qu'on lui reconnaît aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il soit seulement béninois. Qu'il reste seulement béninois. Moi, ma place, je resterai béninois. Si. Vous pensez qu'on ne peut pas lutter contre le néocolonialisme et garder une nationalité française? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Moi, c'est paradoxal. J'aurais aimé quand même qu'il se définit béninois tout court et qu'il soit béninois. Et c'est vrai parce qu'au même moment, il est en train de combattre le franc CFA, combattre la France, mais il garde la nationalité française. C'est un peu difficile. C'est cet aspect que moi je vois souvent. Bon, mais quand même, toutefois, il faut saluer quand même ces démarches. Il va falloir qu'il mette un peu... Parce que partout où il passe, il est persona non grata, il est indésirable, il est refoulé. Et c'est bon pour la cause, mais je crois que comme il veut rassembler la jeunesse africaine autour de ses idéaux, il va falloir que des fois qu'il le fasse de manière aussi plus rassurée, plus raffinée, qu'on ne le refoule partout où il passe. Bon, comment pourra-t-il passer ces messages? Bon, donc voilà. Sur ce refoulement de Kémy Séba, c'est lui qui ne met pas de la manière dans ses méthodes? Non, en fait, alors moi j'ai beaucoup de choses à dire, forcément. Alors déjà, j'aime pas le terme polémiste, parce que polémiste, d'une certaine manière, c'est négatif. Le qualifier d'ultra. Ce n'est pas un ultra. Ensuite, non, c'est pas un ultra. C'est quelqu'un qui émet un avis sur quelque chose qu'il estime prégnant et important. Et le fait d'une manière quand même... Non, mais je donnerai un exemple. Cheikh Anta Diop dit on mène contre nous une des guerres les plus violentes. On aurait pu qualifier ce propos-là d'extrêmement extrêmement virulent à l'époque. Maintenant, ceci étant dit, comment dirais-je, il y a la question effectivement de sa nationalité. On dit qu'il est franco-béninois. Kémy Séba, on ne peut pas le cantonner à la lutte anti-CFA. La lutte anti-CFA est une des luttes qu'il mène dans un vaste creuset qui est celui du panafricanisme. Voilà. Et comme c'est un vaste creuset qui est celui du panafricanisme, donc il se définit hors des frontières établies par le colonialiste. Donc par conséquent, il va au-delà de la frontière béninoise. Il va au-delà du paradigme africain, franco-africain, afro-américain. Généralement, ce type de personnalité se reconnaît partout là où il y a des communautés afro. C'est-à-dire que, quand par exemple vous allez parler du panafricanisme, vous allez inclure les Noirs de Bahia, vous allez inclure les Afro-Colombiens, les Afro-Turcs, les Afro... voilà, partout il y a des Noirs. Donc, par conséquent, c'est un combat qui intègre tout ce monde-là. Maintenant, oui. Alors, il est raciste. Hein? Non, faut faire exclusivement. Pour les Afro, il est raciste. Non, c'est sa cause. Hein? C'est sa cause. Non. Pour incitation à la haine raciale. Non, il faut faire attention. Moi-même, j'ai eu ce genre de problème. C'est-à-dire, quand par exemple, on remet la version officielle de ce qui est par exemple enseigné, je ne serait-ce que par exemple dans les écoles françaises, on vous dit vous êtes afrocentriste.
Voilà. Si par exemple vous remettez, vous posez les questions d'un certain nombre de problématiques, on vous dit vous êtes ultra. Mais étonnamment, la réciprocité ne s'applique pas. Ouais. On n'empêche pas Éric Zemmour de parler à la télé, mais on va empêcher un Kémy Séba de parler à la télé. On n'empêche pas les propos insultants de Macron ou de Sarkozy, mais on va empêcher, par exemple, les propos de Kémy Séba et même d'autres, pas seulement de Kémy Séba, il y a d'autres personnes qui s'expriment. Maintenant, comment dirais-je, la dangerosité de Kémy Séba n'est pas le personnage. C'est là où, personnellement, pour moi, il y a tout faux. Ce n'est pas le personnage de Kémy Séba. La dangerosité de Kémy Séba pour les États, c'est ce qu'il transmet comme, comme information qui est recoupable. D'accord. On va revenir là-dessus, mais Dominique, vous pensez que la Côte d'Ivoire, comme le Togo dans un passé récent, on aurait pu le laisser faire, lui mettre des balises? Oui, mais vous savez que Ouattara est un grand défenseur du franc CFA. Et donc le laisser venir organiser une manifestation dans son pays, allègrement, c'est comme si il lui déroule un tapis rouge. Et c'est ce que Ouattara n'a pas voulu oser faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a demandé de rentrer chez lui, d'où il vient. C'est pour éviter toute polémique à cet effet. Bon, moi, le personnage, personnellement, il mène une lutte que certains pensent noble, mais moi, je ne vois pas vraiment la noblesse parce que dans tout ce qu'ils disent, et ceux qui interviennent à cet effet pour le franc CFA, nombreux sont ceux qui ne proposent pas d'alternative. Et vous entendez dire que le franc CFA ne crée pas d'emploi, il y a beaucoup de chômage, alors qu'à côté, ceux qui n'ont pas de franc CFA, ils vivent les mêmes travers, les mêmes difficultés, notamment nos voisins, le Ghana ici, la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, le Nigeria, il y a plein de chemins. La pauvreté est réelle. Donc en réalité, pour moi, la richesse, ce n'est pas la monnaie qui crée la richesse. C'est plutôt le travail, la rigueur, la lutte contre la corruption. Voilà les choses qui peuvent permettre donc à un État de s'en sortir, d'avancer, d'évoluer. Mais mettre tout sur la monnaie, le CFA, comme si c'est... Le CFA, moi, véritablement, je ne trouve pas... La lutte contre le CFA, c'est une partie des combats de Kémy Séba. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il s'engage, qui sont peut-être non. Vous savez, moi, je dis, il faut savoir vraiment lire l'actualité mondiale. Les Français, eux, s'appuient beaucoup plus sur l'espace francophone, des pays francophones en Afrique. Les Américains, eux, ont la même idée sur les pays de l'Amérique latine. Et donc, tout ça, ils sont dans une... Maintenant, que faire pour sortir de cette situation? C'est un peu compliqué, puisque je vous donne l'exemple de l'Amérique latine, où, entre-temps, le pouvoir qui était dans ce pays était de la gauche. Et ils se sont séparés, ils ont coupé avec les États-Unis. Ils n'en voulaient plus, mais entre-temps, la droite revient peu à peu dans ces pays et reprend langue. Elle revient comment? Elle revient à travers les élections. Non, elle revient de façon violente. Justement. Par une politique qui est très interventionniste. Et surtout, des États-Unis. Avec un capitalisme sauvage qui n'a pas d'égard pour les pauvres, en fait. Et donc, ils reviennent. Donc, aujourd'hui, qu'on dise, si nous prenons nos États africains, je donne l'exemple, par exemple, de Congo-Brazza, où, entre-temps, un certain Pascal Litsouba était élu démocratiquement. Mais la France, à travers sa société Elf, a acheté des armes, au vu aussi de tout le monde, a donné à Sassou Nguesso, il est venu se débarrasser de lui, au vu aussi de tous les Africains. Nous prenons le cas Gbagbo. En tout temps, Gbagbo a vu que non, il fallait quand même réduire l'influence française. Il est à la CPI. Bon, il a passé plus de 8 ans comme ça, gratuitement. Donc, on peut prendre même le cas du Togo, parce que lorsque Sylvanus Olympio se fait assassiner, je pense que c'est... justement parce qu'il voulait... Tout juste avant à un moment, il veut prendre une monnaie togolaise qui va s'appuyer sur autre chose que le franc français. Maintenant, vous prenez par exemple... Donc, ça veut dire que c'est un combat important. La Guinée-Conakry qui a dit non au franc CFA et qui... Mais ce pays qui est comme une mine d'or, c'est-à-dire que c'est... Il y a beaucoup de richesses dans ce pays, mais ce pays peine
a avancé. Attention, à cause de l'opération Persil menée par la France. Justement, c'est-à-dire que ils sont là, ils vont vous donner de fil à retordre, ils vont vous empêcher de respirer. Et ça, je vous dis, c'est la population qui en pâtit. Vous vous rappelez que l'année passée, il a failli avoir une année blanche. Et pourquoi? Les enseignants réclament qu'on rétablisse leur salaire en tenant compte de la dépréciation de la monnaie. Mais malheureusement, non. Plus la monnaie chute, plus tu as gardé ton salaire, et ton salaire ne vaut rien absolument. Je ne crois pas que aujourd'hui, on ne peut jamais. Elle est acquise. Que d'en résoudre, de créer des richesses. Non, elle a profité davantage. Personne ne dit que l'indépendance économique et monétaire de l'Afrique est le seul facteur pour son développement, mais c'est une partie. Il faut qu'on en arrive là d'abord. Puisque quand vous prenez aujourd'hui les pays de franc CFA, en Afrique, ils ne sont pas les bien placés. Quand on fait, ils ne sont pas, non, quand même, pour nous au moins, cette indépendance monétaire aussi nous permet d'abord nous d'être nous-mêmes, puisque au fait l'intérêt que tire la France dans cette affaire, c'est trop. Mais il faut voir aussi cet aspect-là, et c'est très important que nous au moins nous puissions avoir cette indépendance, et que le travail que personne ne peut dire aujourd'hui que Kémy Séba est en train de mener une action qui n'est pas noble, parce que ce combat-là c'est pour nous tous. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, quand je vois les Africains, parce que je ne sais pas, pour une tendance politique donnée, ne s'aligne pas sur ce combat et dit autre chose, parce qu'on estime qu'on compare les autres pays qui ne sont pas de franc CFA, qui sont aussi pauvres par rapport à nous. Je crois que c'est une faute. Vous prenez le Rwanda aujourd'hui. Rwanda n'est pas du franc CFA. Mais vous voyez le miracle rwandais. Ça aussi, ça peut être fait partout. La Guinée, depuis le temps de comment on l'appelle, Sékou Touré, jusqu'à ceux qui ont son successeur, Lansana Conté, c'est parce qu'il y a eu de mauvaise gouvernance. Et ça, c'est un aspect très important. Avec la monnaie et la bonne gouvernance, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, comment dirais-je, la monnaie est un des leviers, mais n'est pas le seul levier. Il y a aussi l'indépendance militaire, la sécurité des frontières, l'indépendance d'une constitution, l'indépendance des échanges, parce qu'en réalité, nos États sont comme des protectorats. Alors, on donne beaucoup l'exemple du Rwanda. Je suis d'accord sur un point que Dominique a dit. Quand il dit... on s'entend sur les problèmes qui sont relevés, on ne s'entend pas sur les solutions. C'est-à-dire, à un moment, oui, quand on relève les problèmes, il faut proposer les alternatives, et des alternatives pragmatiques. On propose beaucoup l'exemple du Rwanda. Moi, ce qui me gêne avec l'exemple du Rwanda, c'est que ça me donne l'impression d'être un peu ce qu'on a fourni à la Guinée à l'époque de Sékou. À l'époque de Sékou, on a fourni l'exemple de la Côte d'Ivoire pour montrer à Sékou que, mais voilà, pour te corriger, nous allons te montrer ce qu'on peut faire. À l'époque de Kérékou au Bénin, quand il était marxiste, on a donné l'exemple du Togo, qui a eu quand même qui était un déclin. Le Rwanda, c'est un peu ça. Le Rwanda, comment dirais-je, on peut se satisfaire de certaines prises de position de Kagame, mais ça reste un pays qui est quand même sous la protection d'Israël et des États-Unis, donc sous un certain parrainage. Justement. Et le combat panafricaniste, c'est un combat justement qui veut d'une Afrique totalement libre. Et effectivement, je suis d'accord qu'on ne peut pas être d'accord avec toutes les solutions apportées par Kémy Séba. Mais par contre, il relève des problèmes, il pose des questionnements que tout le monde se pose en tant qu'Africain à un moment donné. Ne serait-ce que par rapport au développement de nos pays, ne serait-ce que par rapport à l'agriculture, par rapport à l'industrie, je donne une question, je vais poser une question simple. Comment se fait-il, par exemple, qu'un État comme le Togo, que moi je considérerais comme sous-peuplé, parce que si vous prenez le Togo, il est plus grand que les Pays-Bas, plus grand, je pense, que la Belgique, mais la population, elle doit être 2 ou 3 fois moindre. Comment se fait-il que, par exemple, on peut avoir ces énormes taux d'inflation? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à encadrer une population à la rentrée dynamique et magnifique? Comment se fait-il que le Togolais ne trouve pas son compte? Comment se fait-il que, même ne serait-ce que pour la culture de nos propres denrées, nous avons des problèmes? Je me souviens qu'il y a un ambassadeur chinois qui, avant de partir, a quand même posé la question. Il dit, mais il y a quelque chose qui l'étonne quand même. Le Togo est producteur de phosphate. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'usine d'engrais?
Et ça, ce n'est pas une question qui est spécifique au Togo, on l'a pour la Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, je donne un exemple. Vous avez 54 États. Sur 54 États, vous avez à peine le Maghreb qui sort de la tête de l'eau, qui a envie de s'accrocher à l'Europe, mais que personne ne regarde. Vous avez l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a un développement, certes, mais qui a un développement parce qu'à un moment, il y a eu l'apartheid qui a copieusement exploité le noir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Togo actuellement, si par exemple quelqu'un souffre d'insuffisance rénale ou souffre d'une maladie grave, il n'y a pas un hôpital de qualité exceptionnelle, internationale, où on puisse l'évacuer, ne serait-ce qu'au Ghana, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, qu'on nous vante, on dit premier cacao, il n'y en a pas. Il faut, on parle. Je crois que il n'y en a pas. Je t'assure, il n'y en a pas. Il y a un centre de dialyse. Il y a un centre de dialyse. Mais pour, par exemple, un certain nombre d'expertises, de complications, les Togolais sont obligés d'aller en Inde. S'ils ne vont pas en Inde, s'ils ont les moyens, c'est ceux qui ont les moyens qui vont à la rigueur au Maroc ou en France. C'est ça les réalités. C'est bien, on va marquer la pause. On revient après.